bienvenue. On peut l'applaudir, ouais. Passer les slides, c'est le vert. Alors, pour passer les slides, on a fait quelque chose de très compliqué cette année. Attention, rouge, tu vas en arrière, vert, tu vas en avant. Parce que les autres années, on avait plein de boutons, ça ne marchait pas. Là, on s'est dit, on va faire simple. Voilà, tu y arriveras. Est-ce que ça a été nettoyé? C'est ça, Ah mince, est-ce que ça a été nettoyé? C'est ça la bonne question cette année. C'est pas été nettoyé. T'es le premier, après moi. Donc, Greg, je reste pas loin, vas-y. Mais oui, tu peux rester là. On peut, voilà. Je suis ravi d'être là, bonjour. C'est marrant, là, il y a une semaine, j'avais une discussion sur TikTok. Et en fait, pour être tout à fait sincère, j'y suis jamais allé sur TikTok, j'ai jamais téléchargé l'app. Et je sais que l'algorithme de TikTok est super, mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Et je suis là pour vous parler du futur du marketing, donc ça va être assez rigolo. Je peux expliquer ce que c'est que la blockchain, by the way, mais si ça vous intéresse. La première chose, et j'aimerais vous la poser, et je pense que tu as dit un petit peu le fond de ma pensée quand même, qui se sent dans la salle dépassé par le marketing moderne? Ce qu'on appelle le marketing moderne. Moi, je lève la main en tout cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, à mon sens, extrêmement compliqué de tout savoir. C'est pas que ça bouge très vite, ça bouge pas très vite. Vous voyez, il y a 8 ans, 9 ans, je parlais déjà de social shopping qui est maintenant vraiment, on arrive 9 ans après, donc en fait c'est très lent pour moi, en tout cas. Par contre, ça descend en profondeur sur tous les sujets. Il y a une experte des stories. En fait, le truc, c'est qu'on peut devenir expert de tout et n'importe quoi, mais je ne parle pas pour les stories, bien sûr, mais c'est juste que en fait, tout descend en profondeur et ça devient extrêmement compliqué d'être expert de tout. C'est même quasiment impossible. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Grégory. Je fais plusieurs choses. En gros, je fais pas mal de conseils en strat pour des grands groupes plutôt, mais aussi des startups de temps en temps. J'ai un podcast qui s'appelle Vlan depuis 3 ans. Où je parle de l'évolution de la société et où je traite finalement de liens à soi, de liens aux autres et de liens à la nature. J'ai une boîte de production de podcasts pour les marques qui fait aussi de la promotion sur les podcasts. Et puis j'ai écrit un bouquin que vous ne voyez pas parce qu'il n'est pas affiché à l'écran, mais moi je le vois juste là, qui s'appelle Insoutenable paradis. Et dont le sous-titre est Écologie et mode de vie, comment réagir sans tout sacrifier. En fait, c'est un livre que j'ai écrit parce que j'étais fatigué des images binaires sur l'écologie qui étaient soit il faut redevenir fermier, soit la technologie va nous sauver. Et connaissant très bien la technologie, pour le coup, je sais que ce n'est pas la technologie qui va nous sauver. Et en même temps, j'ai aucune compétence pour redevenir fermier. Donc du coup, pour devenir fermier, parce que je ne peux pas redevenir un truc que j'ai jamais été. Donc du coup, j'ai écrit ce bouquin dans ce sens-là. Mais je ne suis pas venu vous parler de mon bouquin, évidemment. Je suis venu vous parler de marketing. Et en fait, je disais tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si vous vous sentiez dépassé. Mais en fait, il y a quelque chose qui est pire que de ne pas être au top du hip-hop sur les technologies. Et vous savez ce que c'est? Vous avez une idée? Non. En fait, c'est d'être sur la mauvaise route. Et moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup trop. By the way, le timer n'est pas parti, hein, je vous le dis. Je vois beaucoup trop de personnes qui se posent les mauvaises questions. Et en réalité, on peut travailler très dur. Si votre question à la base, elle est mauvaise, vous allez vous planter. Et ça, c'est quelque chose qui est majeur. Ça peut sembler un peu simple, mais c'est extrêmement important. J'appuie sur le bouton. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas en fait? Pourquoi on se dit, c'est quoi le futur du marketing? Pourquoi même on aurait besoin de se poser la question, sachant que, clairement, je ne vais pas vous parler de technologie. Je ne pense pas que ce soit ça le futur du marketing. En tout cas, pas dans la manière dont moi je l'envisage. Le principal problème pour moi, c'est qu'au XXe siècle, finalement, le marketing s'est basé sur 3 piliers, le mensonge, le secret et le contrôle. Et ça, évidemment, alors on peut en discuter si vous voulez, hein, on peut essayer de le nier, mais en réalité, quand même,
on a créé des fausses attentes en jouant sur les peurs des gens pour vendre des produits. En gros, c'est un peu ça qu'on a fait, avec énormément de contrôle, voilà, beaucoup de secrets. On a vu dernièrement toutes les problématiques autour de comment est fabriqué un produit. D'ailleurs, les vendeurs eux-mêmes ne savent pas comment sont faits leurs produits en général. Alors, ça dépend lesquels. Maintenant, ils travaillent dessus, hein, mais parfois, c'est très difficile d'avoir toute la chaîne logistique. Et là, la blockchain peut aider justement. Pour savoir comment est fait un produit. Il y a plein de marques qui finalement ne savent pas très bien. Et c'est même assez étonnant. Donc du coup, c'est même plus du secret, c'est que c'est de l'ignorance en fait à un moment donné. Et ça a généré quelque chose qui forcément est très problématique, qui est que les consommateurs, ils ont complètement perdu la confiance dans les marques. Et finalement, aujourd'hui, on se dit, comment je régénère de la confiance? En fait, on comprend bien que si vous avez ce triptyque de piliers, ça ne peut pas fonctionner très bien, naturellement. Et aujourd'hui, et c'est intéressant de voir que 85% des consommateurs disent que pour eux, les pubs, c'est du spam, alors qu'en parallèle, vous avez 80% des marketeurs qui pensent que leurs publicités sont utiles. Et là, en fait, on se dit, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes déjà allé à Londres, mind the gap. Il y a comme un souci technique d'incompréhension entre les marketeurs et les consommateurs. Alors on dit, non mais vous savez, nous on est centré sur les consommateurs. Ça c'est du pur bullshit en général, parce que vous êtes centré sur votre salaire, ce qui veut dire que vous êtes centré sur votre boss, sur vos collègues, vos produits, et après seulement arrivent les consommateurs. C'est très rare de voir une boîte qui est centrée sur les consommateurs, pour être tout à fait sincère. Donc, et j'en vois quelques-unes. Donc en fait, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et en réalité, ce qui s'est passé avec Internet, moi, donc du coup, ici on parle de contenu, moi j'ai créé un blog il y a 15 ans. Donc j'ai créé pas mal de contenu dans ma vie. J'ai mon podcast donc, qui s'appelle Vlan. Et puis là, la semaine prochaine, je crée une nouvelle émission sur LinkedIn en live aussi, qui va s'appeler Lunchbox Boss, où je vais recevoir des patrons de boîtes. Donc je commence avec le CEO de Pierre Fabre pour parler de la transformation responsable des grosses organisations. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Internet, ça a complètement cassé tous ces marketing tricks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transparence, elle est assez naturelle à travers le digital. Aujourd'hui, le contrôle, vous avez dû apprendre ça, on ne va plus le redire ici, mais effectivement, avec le digital, ça s'en va, etc., etc. Et au final, et c'est un chiffre de 2009, donc je ne suis pas en train de vous réinventer un truc extrêmement récent, mais aujourd'hui, en fait, en vrai, les 2 tiers du marketing, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, alors je vous parle de futur du marketing, et là je vous prends un chiffre d'il y a 11 ans. En réalité, ce qui compte, et ce qui compte sans doute pour vous en tant que consommateur, c'est ma copine, mon pote, mon collègue, une influenceuse, un influenceur, peu importe, qui dit que ce produit, ce service, c'est bien, je vais aller voir. Mais c'est pas la pub joue, je ne dis pas que ça ne joue pas. En particulier, ça fait de la notoriété, du top of mind, etc. Mais enfin, concrètement, c'est quand même le bouche-oreille qui fonctionne le mieux. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, comme j'étais sur le digital vraiment très tôt, je déteste, on en parlait hier soir, je déteste les gens qui disent « Oui, moi, tu vois, j'ai passé 20 ans dans le digital. » Parce que pour moi, ce n'est pas du tout un critère de succès de avoir passé 20 ans dans le digital. Mais enfin, il se trouve que, bon, moi, ça fait quand même 15 ans que je bosse là-dedans. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de dire que je suis bon parce que ça fait 15 ans que je suis dedans, mais par contre, ça fait 15 ans que je répétais non, mais vous savez, sur le digital, on peut tout suivre, on peut tout traquer, parce que à chaque fois, on me challengeait sur c'est quoi le ROI du digital. Et je me souviens très bien d'une discussion dans une marque où ils disent mais c'est quoi le ROI digital? Donc encore une fois, donc j'explique machin. Et à un moment donné, une personne arrive avec de la PLV dans les mains et tout le monde s'exclame oh là là, c'est fantastique, c'est incroyable, c'est tellement beau. Et je leur dis mais c'est quoi le ROI de cette PLV? Et qu'ils me disent vous savez, on a toujours fait comme ça, etc. Bref. Donc du coup, je disais oui, mais alors du coup, est-ce que vous pouvez comparer machin. L'idée, c'est de se dire on a beaucoup, tous les gens qui travaillent dans le digital et qui étaient là il y a très longtemps, non mais vous savez, on peut tout traquer pour justifier d'aller dans le digital versus des méthodes plutôt du XXe siècle, on va dire, papier ou PLV ou affichage ou peu importe. Et puis en fait, au fur et à mesure, évidemment, ces techniques, elles se sont super sophistiqué. Aujourd'hui, on fait du growth hacking, on fait du precision marketing. Donc, en fait, on est capable vraiment, et je sais pas, il parlait de Social Dilemma, comme il s'appelle, PPC, dans le documentaire, on voit très bien
comment ces techniques de growth se sont mises en place. Si vous regardez le documentaire ou si vous l'avez vu, vous apprendrez que Facebook, en fait, ils se sont rendus compte que le chiffre magique pour eux, c'était 7. Donc, en fait, il fallait que les gens ajoutent 7 amis pour être certains qu'en fait, ils allaient continuer à aller sur Facebook de manière régulière, etc. etc. Bref. Donc, ces techniques de growth hacking, elles se sont vraiment spécialisées, vraiment améliorées. On pourrait entendre le détail, c'est des choses que je connais assez bien aussi, mais je ne suis pas venu vous parler de ça. Justement, en fait, le problème, c'est qu'à force de se focuser sur la data, on parle beaucoup de data, donc de la donnée, pour ne pas faire trop d'anglicisme, des technologies, parce qu'on a voulu tout suivre. Toute la problématique, c'était, alors là on est sur content is king, mais il y a aussi eu data is king, ou queen. Il y a eu toute cette logique autour du machine learning, l'intelligence artificielle, etc., etc. Et en fait, le problème, c'est qu'on a oublié ce qui était l'essentiel. Hop. Et l'essentiel, c'est quand même d'être pertinent. Et il y a un moment donné, le tracking, c'est super, hein, je dis pas. Alors déjà, il y a quand même un gros problème sur la data, sur la donnée, c'est que majoritairement, les gens capturent de la donnée. La donnée, ça vaut pas grand-chose. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de l'analyser, cette donnée. En fait, ce qui a de la valeur, c'est pas tant le fait de capturer de la data, mais d'analyser cette data, évidemment. Et ça prend surtout beaucoup une question d'état d'esprit, beaucoup plus que la data que vous allez capturer. Je vous donne un exemple d'une boîte qui s'appelle Prose, qui fait des shampoings personnalisés. Ils vous demandent votre code postal. Bon, je pense que 90% des gens avec un code postal, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer un courrier. Là, avec un code postal, en fait, comme il y a de l'open data, ils prennent la dureté de l'eau, ils prennent la pollution, l'ensoleillement, les UV, et ils vous personnalisent votre shampoing en fonction. Voilà. C'est juste pour vous dire, la data, en fait, c'est quand même d'abord une question de comment je réfléchis, beaucoup plus que toute la data que je peux accumuler. Bref. Le truc, c'est que cette maximisation du tracking, il y a un moment donné, c'est un piège parce qu'on en oublie ce qu'est notre métier à l'origine, en fait. Moi, je vois beaucoup de gens qui se focusent à être sur les dernières technologies, à être sur les dernières tendances, à dire ah bah tiens, il y a les podcasts qui viennent de sortir, il faut absolument qu'on lance un podcast. Et à l'époque, je sais pas, il faut absolument qu'on lance une application mobile, etc., etc. Le commerce, et c'est un peu bizarre de dire ça ici, et peut-être c'est tellement évident que ça peut sembler un peu étrange, mais le commerce, c'est d'abord et avant tout une question d'humain. C'est d'humain à humain. Ce n'est pas une question de technologie. Et en fait, j'aime bien faire des schémas, donc je vous ai fait un petit schéma, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce schéma. C'est un schéma qui a été fait par Forrester, pareil, en 2011, ce n'est pas du tout récent, qui explique le ROI. On a tendance à le résumer en directement financier court terme, là où j'ai mis le precision marketing. Mais en réalité, le ROI, il y a 4 niveaux de ROI. Il y a du, effectivement, ROI directement financier court terme, mais il y a aussi du directement financier long terme, par exemple le SEO. Il y a aussi du indirectement financier court terme, et puis il y a aussi du indirectement financier long terme. Et en réalité, quand on fait une stratégie, vous êtes obligé de bosser les 4. Vous ne pouvez pas faire que du court terme. Sinon, vous allez dans le mur, c'est sûr. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir que quand vous voulez générer de l'émotion, de la confiance, vous êtes obligé d'être dans l'investissement financier, long terme. Un petit peu comme, si je prends un exemple basique, avec vos amis, si vous allez voir quelqu'un, vous lui demandez 50 balles, il y a beaucoup de chances que ça marche. Si vous construisez une relation avec lui, il va vous aider à trouver un job, il va peut-être vous aider à trouver votre conjoint, votre conjointe. C'est beaucoup plus puissant, en fait, évidemment. Mais ça... et ça nous permet, une fois que vous avez cette confiance, vous pouvez aller faire du court terme financier, lui demander 50 balles éventuellement. Mais vous ne pouvez pas le faire tous les jours. À chaque fois que vous faites ça, vous abîmez la confiance. En fait, vous comprenez bien que chaque fois que vous faites du precision marketing, ou à chaque fois que vous essayez de faire du financier court terme, vous abîmez la confiance. Donc après, la question, c'est comment vous remplissez de l'autre côté. Et ça, en fait, j'ai l'impression que les marketeurs, à se focuser sur les technologies, ils ont un peu oublié cette partie-là quand même. Et en réalité, les technologies, elles ne sont pas là pour abuser les consommateurs. Elles sont censées être là pour vous aider à être plus proche de vos consommateurs, pour mieux les servir. C'est ça, en fait, la technologie. L'IA demain, et j'ai un épisode qui sort sur mon podcast bientôt sur est-ce que l'IA va vous permettre d'être demain plus humain, qui peut sembler un petit peu contradictoire, mais en réalité, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie, elle va supprimer, enfin l'IA en tout cas, tous les jobs qui sont répétitifs. Parce qu'effectivement, c'est entre guillemets pas digne d'un humain. Le problème, c'est que les marketeurs, mais pas que les marketeurs, se comportent souvent comme des machines. Ils sont très répétitifs dans leur méthode.
Là, en fait, on va vous pousser dans l'humain, dans votre intelligence émotionnelle, dans votre capacité à remettre en question les choses. Ça, l'IA peut pas très bien le faire, par exemple. Donc si demain vous voulez avoir un job, c'est certain qu'en fait, si vous vous agissez comme des machines, ça ne va pas le faire. C'est une certitude. Votre job, c'est quoi? C'est de rendre les clients, sur le long terme, heureux, même si ça a un coût à court terme. Alors je sais que ça ne passe pas forcément toujours avec les patrons des sociétés, de dire mais non, mais une entreprise, même si la définition de Friedman des années 70, c'est le rôle d'une entreprise, c'est de faire des profits. Bon, ça date des années 70 déjà, hein, donc c'est pas si ancien, c'est pas forcément si logique. Et puis en plus, cette définition, elle est clairement remise en question parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de décroissance et d'écologie, évidemment. Et pour continuer à faire la pub sur mon podcast, je reçois bientôt l'ancien directeur de la Banque mondiale, enfin il est enregistré évidemment, mais il n'est pas diffusé, sur c'est quoi la croissance et c'est quoi l'entreprise demain, entre guillemets. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, c'est un peu ça la question. Il me reste 13 minutes pour traiter le sujet, ça va être, ça va être sport. La vraie question, finalement, c'est comment on rend le marketing de nouveau sexy. Pour moi, c'est vraiment la question centrale. Et en fait, finalement, il y a 5 choses que les consommateurs veulent. C'est relativement basique, relativement simple. En même temps, c'est beaucoup de bon sens. Mais malheureusement, le bon sens, c'est le truc quand même qui est le moins bien partagé. Ils ont envie d'être aimés. Ils ont envie d'appartenir. Ils ont envie d'avoir leur intérêt protégé. Ils ont envie de trouver du sens. Et ils ont envie d'être respectés. Ça ne paraît pas complètement hallucinant, hein, c'est assez basique. Et en même temps, si vous faites ça, vous êtes sûr de gagner, sincèrement. Alors comment on fait pour ramener le lien? Comment on refait pour créer du lien? Je vais vous donner quelques idées. La première, par exemple, c'est d'être à nouveau honnête et vulnérable. On parle beaucoup de vulnérabilité au niveau des individus. Et c'est pareil pour les marques. Alors ça veut dire quoi pour une marque d'être vulnérable? Je ne sais pas, toutes ces marques qui disent on est les meilleurs, on est les plus forts, dans 10 ans on aura fait ci, dans 10 ans on aura fait ça, et d'ailleurs, et j'ai des conversations, c'est même des conversations très sérieuses, hein, qui sont assez étonnantes dans ce sujet-là. Vous prenez une boîte comme Veja, que j'ai au pied, ou Panafrica Shoes, même domaine, même secteur d'activité, en fait, sur leur site, ils disent là où ils ne sont pas bons. Alors qu'en fait, ils sont leur positionnement, c'est l'écologie. Hein. Clairement, ils sont ultra responsables. Et ils mettent sur leur site là où il y a plein de points d'amélioration. Ça, c'est une forme de vulnérabilité pour une marque. Une forme de vulnérabilité pour une marque, pour une plus grosse structure, c'est de dire, ouais, on essaie de changer, mais on a tel point de friction. Et clairement, on n'a pas réussi, mais on va dans ce sens-là. Par exemple, une boîte intéressante dans le domaine, pour le mauvais exemple, Nespresso. Nespresso qui font énormément d'efforts sur le recyclage des capsules. Vous avez sans doute suivi l'information. Mais le problème fondamental de Nespresso, c'est que personne n'a besoin de capsules, en fait. Ils sont en train de résoudre un problème qu'ils ont créé eux-mêmes. La réalité, c'est que Nespresso, leur business model, il est mort. Donc, en fait, la question, c'est pas de savoir s'ils vont aider à recycler les capsules. La question, c'est quoi leur métier demain, en fait. Et pour beaucoup d'entreprises, c'est ça la question. Et plutôt que de dire non mais on fait bien pour recycler les capsules, qui est ça pour moi du greenwashing, c'est pas honnête sincèrement. La vraie question honnête, c'est de dire ouais, on sait les capsules, personne n'en a besoin. On est en train de penser on est en train de réfléchir à changer notre modèle. Et voilà les étapes qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est une forme de vulnérabilité. Vous voyez le truc? Deuxième point, et j'ai déjà abordé le truc, c'est que la technologie, elle est là pour renforcer les relations humaines. Moi, je ne crois pas du tout aux robots dans les boutiques, ou en tout cas, il va y avoir une vraie différence entre les boutiques très cheap et les boutiques où il y a des relations humaines. Et c'est des discussions que j'ai, par exemple, avec le groupe Estée Lauder, où ils disent, oui, mais les BAs, par exemple, donc les filles en magasin, elles ne servent plus à rien, puisqu'en fait, les gens arrivent en boutique, ils connaissent déjà bien les produits. Donc finalement, les BA, c'est des coûts qui ne servent plus à rien. Il vaut mieux les enlever, mettre une caisse automatique, et puis voilà, on y est. Et c'est techno, on est moderne, et on a en plus supprimé des coûts. Et ça, non, en fait. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut remettre du rôle, il faut redonner un rôle à ces personnes. Il n'y a rien de plus important que la relation humaine. Vous avez sans doute vu ça pendant le confinement, mais ce qui nous manque, ce n'est pas forcément d'acheter des produits, c'est le lien qu'on a avec les personnes avec qui on achète, évidemment.
Donc en fait, plutôt que de se focuser sur les impressions de publicité, il faut se focuser sur les impressions humaines. Et bien sûr qu'on ne peut pas les traquer comme on peut traquer des impressions publicitaires, mais sincèrement, si vous connaissez un petit peu le tracking publicitaire, en particulier sur le display, donc les bannières, sincèrement, on vous traque des trucs qu'en vrai personne ne voit. Donc, et de la même manière sur YouTube, quand vous achetez des vues, vous achetez pour X secondes. Bon, c'est quand même très discutable, comme quand vous gargarisez avec des likes et des commentaires sur un post d'une influenceuse sur Instagram, alors qu'en fait, les gens, ils likent de manière automatique, ils n'ont même pas vu le truc et ils n'ont pas du tout fait le lien avec la marque. Donc, tout ça, quand même, il faut bien l'avoir en tête et prendre un peu de recul pour bien faire, en fait, j'ai envie de dire. Le troisième point, et ça c'est un truc qui vous touche tous individuellement dans votre intimité, c'est que cette société qu'on a créée, qui est en train de finir, by the way, mais on ne va pas rentrer dans des discussions sociologiques maintenant, en fait cette société hyper-capitaliste, individualiste, elle a généré un truc qui est la solitude. On est tous très très seuls. En Angleterre, ils ont même créé un ministère de la solitude, c'est pour vous dire à quel point c'est une réalité humaine. Et donc ça a un impact, évidemment, quand on fait du marketing. C'est que les gens, ils ont envie d'appartenir. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de communautés. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin qui s'appelle... comment il s'appelle d'ailleurs, je ne me souviens plus. L'archipélisation française, c'est ça, ou en tout cas l'archipélisation de la France, ou Maffezoli qui a écrit un bouquin sur les tribus, ou Seth Godin qui a écrit un bouquin sur les communautés il y a quelques années. Bien sûr que les gens ils ont envie d'appartenir. Ça veut dire quoi d'appartenir? Ça veut dire quoi les communautés? C'est des gens qui partagent des valeurs. Une communauté, les marques se caractérisent avec leur communauté. C'est très rare qu'une marque ait des communautés. Par la simple raison qu'une communauté, c'est d'abord des gens qui partagent des valeurs. Et quand vous demandez aux marques, elles ont très peu de valeurs partagées. Elles ne les connaissent même pas elles-mêmes. Elles sont écrites dans un brand book qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Donc en général, ces valeurs sont souvent très bullshit aussi. Il y a des marques qui sont très fortes là-dedans. Par exemple, Lululemon. Quand ils arrivent dans une ville, donc ils font des produits pour faire du yoga, pour faire du sport de manière générale, mais quand même pas mal de yoga, de pilates, etc. Et en fait, ils se connectent tout de suite avec les profs de sport de la ville. Les vendeuses ne sont pas des vendeuses fondamentalement, elles ne savent pas vendre, mais par contre, elles sont passionnées et elles sont connues par les filles qui habitent dans la ville, souvent des filles. Donc voilà, en fait, elles ont compris cette logique communautaire. Et en fait, c'est ça qui compte, c'est d'avoir quelqu'un qui vous ressemble en face de vous. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Jimmy Fairley qui fait des lunettes. De la même manière, il ne recrute pas des vendeurs. Il recrute d'abord des gens qui ressemblent à leurs clients. Parce qu'en fait, quand vous rentrez dans la boutique, vous dites « Ah bah ouais, cette personne-là, je peux connecter. En fait. Je vois qu'on est bien la même personne, ce n'est pas une personne en blouse blanche. » Voilà. Et ça, c'est des choses qui, en fait, fonctionnent. Le quatrième point, c'est que le marché de masse est en train de disparaître. Ceci me semble un point important, un point à accepter, un point à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, en fait, il est en train de devenir un marché de niches, multi-niches, qui sont interconnectées les unes avec les autres. Ça, c'est le digital qui le crée, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment trouver le produit qui correspond précisément à ses attentes. Et du coup, ça a un impact, c'est-à-dire que pareil, dans la manière de communiquer, je vous prends l'exemple de Outdoor Voices, donc qui est une DNVB, donc ce qu'on appelle DNVB, une Digital Native Vertical Brands, une marque qui s'est construite sur le digital, quoi, en gros. En fait, ils ont des discours différents en fonction des personnes à qui ils parlent, et surtout, ils ont une posture. Donc, ils font des produits outdoor, comme le nom l'indique, et en fait, leur posture, c'est, la performance, c'est pas notre métier. Nous, on est sur le plaisir, parce qu'en fait, la magie du plaisir dure beaucoup plus longtemps que celle d'une victoire. Et en fait, du coup, déjà, ils ont un positionnement qui est quand même un peu particulier pour des produits outdoor, mais surtout, en fait, ils ont des communications très particulières pour, par exemple, bon, en France, ça existe moins, mais les gens qui promènent les chiens, les gens qui font du trekking, les gens qui courent, etc., etc. Et en fait, ils vont travailler chacune des communautés de manière très spécifique. Alors, où est-ce qu'on va? En fait, de manière assez évidente, vous n'avez pas pu rater toutes ces séries d'entreprises à mission et de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. En fait, ce qui est intéressant, et c'est en fait ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que c'était un peu la même situation avec le digital il y a 15 ans. La vague, elle arrive. On ne va pas se mentir. Il y a une vague qui arrive, elle est énorme, on la voit, tout le monde, c'est très clair. Et en fait, vous avez plusieurs postures. Quand vous voyez cette vague arriver, vous pouvez vous dire... Ben merde, bon, pour l'instant, ça n'impacte pas mon chiffre d'affaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre sur la plage, je vais mettre mes bras comme ça là et je vais essayer de la retenir.
Bon, en général, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la plage, ça ne marche pas super bien. Et pourtant, la majorité des marques, c'est leur posture. Avec le digital, c'est ce qu'on a vu. L'industrie du disque, l'industrie des taxis. Il y a tellement d'industries qui se sont fait surpriser comme ça. Ils étaient là, comme ça, là, et hop, bah, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est une option. La deuxième option, un petit peu intermédiaire, c'est d'apprendre à nager. Ça peut être pas mal. Et puis la troisième option, c'est de se dire, bah, je vais construire un surf et je vais aller surfer la vague, tant qu'à faire. Et alors, de quoi je parle? Bah, ce qui est très évident aujourd'hui pour moi, c'est que les consommateurs ils vont préférer des marques qui sont politiques, qui prennent des points de vue, alors qu'on a appris pendant le XXe siècle qu'il fallait surtout ne pas en avoir, il fallait essayer de plaire à tout le monde. Bah, aujourd'hui, les consommateurs ils veulent l'inverse, ils veulent des marques qui s'engagent. Bon ben, il va falloir s'engager d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire ne pas plaire à des personnes. Bah ouais, en fait, à un moment donné, il va falloir ne pas plaire à des gens. Ça marche, c'est moins vrai pour le B2B, mais c'est quand même très vrai pour le B2C. Et je pense que ça sera de plus en plus vrai pour le B2B. Évidemment, les gaz à effet de serre vont rentrer dans le bilan des entreprises. Ça ne sert à rien de se dire on va attendre que ce soit une réglementation. Faites-le déjà, parce que de toute façon, ça sera le cas. Donc, enfin, soyez en avance, ça ne sert à rien d'attendre que le gouvernement vous l'impose. Évidemment, on va devoir redéfinir ce que c'est que la croissance. Aujourd'hui, par exemple, à la Maïf, ils ont défini que la croissance, c'était la satisfaction des salariés, la croissance financière et la satisfaction des consommateurs et l'impact environnemental. C'est les 4 éléments. Ce n'est pas juste la croissance financière. Donc en fait, ces réflexions-là, vous allez être obligés de les avoir. Repenser la gouvernance, comment l'entreprise fonctionne, comment on fait du co à l'intérieur de l'entreprise. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas imaginer que vous allez pouvoir continuer sur votre petit chemin et que ça va bien se passer parce que vous êtes sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn ou je ne sais où. Quoi. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est attendu des leaders aujourd'hui? Ben, en fait, c'est d'avoir du courage, de prendre des décisions un peu courageuses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il va falloir se repositionner et se re-questionner sur votre what. Alors, on ne va pas refaire le why, how, what, mais le why, donc la raison d'être de la marque, ça bouge jamais. Je sais que les marques, c'est ce qu'elles n'arrêtent pas de redéfinir en général, mais normalement, c'est pas censé bouger. Le what, la manière dont vous gagnez de l'argent, ça peut bouger. Et Renault, on en parlait ce matin, mais c'est exactement le mouvement qu'ils sont en train de faire. Ils savent que le business de la voiture, c'est mort. Je veux dire, c'est évident que les gens vont acheter de moins en moins de voitures. Il n'y a pas de secret. Voilà, et c'est un secret de polichinelle en tout cas. Donc en fait, ça y est, ils annoncent dans les médias qu'ils vont faire le même mouvement qu'IBM et qu'ils sont en train de réfléchir à changer de métier. Et sans doute à faire du conseil et pas des voitures. Ou en tout cas, ils vont faire des voitures, bien sûr, des solutions de mobilité, surtout, mais pas uniquement dans l'idée que notre job, c'est de vendre le plus de voitures possible. Parce qu'en vrai, s'ils continuent à faire ça, c'est sûr qu'ils vont mourir. Donc en fait, votre what, quel qu'il soit, vous devez le repenser. Repenser le design aussi. Le design des produits, il me reste 1 minute 32. J'arrive. Repenser le design des produits, c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup d'impacts qui sont générés par les consommateurs et qui sont complètement invisibles. Un exemple assez connu pour ça, c'est la bouilloire. Une bouilloire, vous avez sans doute déjà tous utilisé une bouilloire, on bout toujours un peu trop d'eau. Et en fait, cette énergie qu'on utilise pour bouillir un peu trop d'eau, elle a été calculée en Angleterre. Ça permet d'éclairer tous les jours l'intégralité de l'Angleterre. Parce qu'en fait, c'est énormément d'énergie qui est gâchée juste dans une bouilloire. Et ce n'est pas le problème du consommateur, c'est le problème du design. Et là, je vous ai pris l'exemple d'une douche. En fait, il y a une douche qui a été inventée, qui recycle 90% de l'eau, parce qu'en fait, elle tombe, elle est remonte dans la douche, elle est nettoyée, pour pas que vous retrouviez vos problèmes de peau, elle est réchauffée, elle vous est resservie. 90% d'économie d'eau. Voilà. Ça, c'est des questions de design. Et en fait, il va vraiment falloir se poser la question de comment je repense le design de mes produits, de mes services, pour réduire l'impact. Évidemment, remplacer les produits qui sont non responsables par des produits qui sont responsables. Par exemple, la Aesop, que vous connaissez peut-être, c'est des shampoings, c'est super, ça sent bon et tout, mais putain, ça vient d'Australie, quoi. Les mecs, ils balancent de l'eau, c'est quand même 98% d'eau, dans des bateaux qui polluent 1 tonne, alors que des savons, clairement, on en a en Europe, quoi. Donc, au moins, L'Oréal, par exemple, ils ont des usines qui sont localisées en fonction des zones. Juste pour dire. Et puis surtout, penser à créer des nouvelles histoires. Pour moi, l'essentiel de la transformation qui est nécessaire, c'est de redéfinir les narratifs. C'est-à-dire, c'est quoi le succès, c'est quoi le bonheur, c'est quoi la réussite. Tout ça, en fait, c'est votre rôle en tant que marketeur, parce que c'est les histoires que vous racontez dans les publicités, c'est les histoires que vous racontez entre vous, c'est les histoires que vous racontez à vos enfants.
Et évidemment que si pour vous le bonheur c'est encore l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent, c'est sûr que vous allez aller dans le mur, dans la transformation qui vient, parce que je crois que dans 10 ans, on vivra de manière très différente de celle d'aujourd'hui. Ça va lentement, mais quand même, c'est en train de bouger. Donc voilà, c'est assez évident, et en même temps, c'est extrêmement challengeant, et c'est inéluctable surtout. Donc je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. On va s'installer pour les questions. Normalement, Damien a récupéré quelques questions. Alors, Damien, je me faisais une joie de te voir, hein. Je suis un peu déçu. Salut Greg, oui, bah, écoute, désolé, pour une fois, Attends, je ne il suis pas va venu. être Hop, On se Damien, recroisera tu sur vas être Paris. à l'écran. Tu es à l'écran. Alors, j'ai une question effectivement Non. par l'application Imagina. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger l'application Imagina ou aller sur la web app. Vous vous positionnez sur la table ronde ou l'intervention du moment et vous pouvez poser une question tout simplement. Alors, je le dis aussi bien pour les gens qui sont à distance que ceux qui sont dans la salle. Alors, c'est comme Julien. Julien qui a. Alors, Greg, c'est pour toi, bien sûr. La pratique du community management peut-elle être écologique? Et comment mesurer l'impact environnemental de sa présence social média? Alors, il faudrait sans doute poser la question à Inès. D'abord, je pense qu'il y a une incompréhension sur ce que c'est que le community management. On en a beaucoup parlé avec l'arrivée des réseaux sociaux. Je ne suis pas certain, je suis même assez convaincu de l'inverse hein, quand je dis je ne suis pas certain, que le community management, c'est nécessairement quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que et des marques comme Nike ou Adidas, ils ont des community managers qui en fait sont des gens qui rencontrent les gens dans la vraie vie. Donc l'impact environnemental, ça dépend comment tu te déplaces, mais potentiellement ça peut être zéro. Ensuite, clairement, il y aurait tout un... Là, on pourrait avoir un long débat sur les plateformes sociales, évidemment. Moi, je suis pour le démantèlement de Facebook, hein, très clairement. Donc voilà, comme ça, c'est dit. Elle le dit pas aujourd'hui. Voilà, j'ai des tonnes d'épisodes, donc entre autres avec Nicolas qui va intervenir cet après-midi, je crois, Ouais, cet après. sur la manipulation sur les réseaux sociaux, sur est-ce que les réseaux sociaux sont compatibles avec la démocratie, sur voilà, c'est quoi, comment on peut manipuler. Et je réponds à ta question, Damien. Hein. Comment manipuler les médias à travers Twitter, par exemple. Voilà. Je n'ai pas la réponse, pour être tout à fait sincère, de comment on calcule l'impact environnemental de sa présence sur les réseaux sociaux. Je crois que, pour moi, enfin, c'est comme ça que je l'envisage, en tout cas, il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire que ça dépend ce que tu essayes de faire. Moi, par exemple, la promotion de mon podcast, clairement, je le fais par les réseaux sociaux. Et en même temps, ça me semble aller dans le bon sens d'une meilleure compréhension de la manière dont la société évolue et de la transformation qui est nécessaire au niveau individuel et au niveau collectif. Donc pour moi, par exemple, j'ai l'association que la manière dont j'utilise les réseaux sociaux, bien sûr que ça a un impact environnemental. À partir du moment où vous utilisez un écran, de toute façon, ça a un impact. Mais je ne pense pas qu'il faille être dans ces questions de calcul d'apothicaire sur qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui n'en a pas. Moi, je crois que c'est une question d'état d'esprit, vraiment. On parle beaucoup d'état d'esprit quand on parle de transformation de manière générale, digitale ou autre. Et à partir du moment où l'impact que tu vas avoir sur la société est plus important que l'impact, et ça c'est une question d'éthique sans doute, mais l'éthique c'est discutable parce que c'est pas quelque chose qui est si bien partagé. En fait, tu vas calculer comme ça. Donc évidemment, si tu utilises les réseaux sociaux pour vendre plus de savon, ou si tu utilises les réseaux sociaux pour modifier le rapport entre les hommes et les femmes. Pour moi, c'est pas du tout la même chose en fait, parce que en fait, c'est beaucoup trop complexe pour calculer comme ça. Donc j'ai pas la réponse techniquement, je sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que moi, je crois pas qu'il faille calculer de cette manière d'apothicaire. Damien, tu peux poser une question courte pour une réponse courte. Ouais, alors pardon, Voilà. excusez-moi. Non, mais c'est juste, je suis désolé, mais je suis un peu, c'est quoi, maître du temps Alors, question courte réponse. Je ne sais pas si elle sera courte, on verra. Si. Dans ta présentation, Greg, tu parles de finalement la réintroduction de l'humain, on va dire, ou le repositionnement de l'humain dans le process marketing. On fait comment avec le coronavirus qui aujourd'hui fait qu'on est isolé chacun chez nous, de plus en plus, et que justement des magasins sont en train de fermer ou de licencier parce que justement il n'y a plus de gens qui y vont.
Parce que justement, il y a des gens qui vont plus. Il n'y a je plus pense. personne qui Ah va. oui, oui, qui se déplacent plus. Bon, déjà, on n'est pas, je crois pas trop au confinement total, mais on ne sait jamais, évidemment. Je pense que le confinement, ça nous a montré, prouvé à chacun, chacune, que ce qui était vraiment très important, c'était justement le lien qui nous manquait beaucoup entre les personnes. Donc, finalement, créer du lien, c'est créer des outils. Moi, je crois que les marques devraient aider les gens à se connecter beaucoup plus que de se focuser à créer leur propre communauté de marques, qui en général ne sont pas des communautés. Comment je peux permettre de créer des outils pour aider les gens à se connecter? Alors, on pourrait revenir à la première question qui est que ça va avoir un impact environnemental parce que l'utilisation d'ordinateurs, etc. Ce qui est plus ou moins vrai en France parce qu'on a quand même de l'énergie atomique, mais enfin, qui, by the way, ne génère pas de gaz à effet de serre. Mais, donc, c'est recréer du lien, en fait, c'est créer des outils pour créer du lien ou utiliser des outils digitaux pour créer du lien. Je pense qu'on a tous fait beaucoup d'apéros digitaux pendant cette période et c'est ce lien que tu génères. Et après, effectivement, alors est-ce que des gens vont... Oui, des gens vont perdre leur emploi, évidemment, mais il y a d'autres boîtes qui ont fleuri grâce, je pense à la grande distribution entre autres, mais d'autres qui ont fleuri grâce au digital. Donc en fait, j'ai tendance à penser que, in fine, ça va s'équilibrer. Ok, je suis désolé, c'est des sujets. Non, on prend pas de questions dans la salle, elles arrivent toutes auprès de Damien. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. Voilà, je suis désolé, on va être obligé de s'arrêter là. On peut applaudir Greg et merci encore d'être venu. Merci beaucoup. Merci, ravi. Là, il sera désinfecté du coup.